Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 17 décembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Un chanté Noël qui vire au drame à Petit Canal, émoi dans la population, la fusillade a éclaté au milieu de la fête et fait 2 blessés graves. Henri Chalus sera investi président du conseil régional demain. Sa ville de Bémao est dans l'attente du nom de son successeur à la mairie. Quelques semaines seulement après le lancement de son premier championnat, le futsal guadeloupéen se tourne déjà vers la Caraïbe avec une première compétition en janvier. Le journal, Aurélie Ronze. Et on commence donc avec ce fait divers hier soir à Petit Canal. Des coups de feu ont éclaté en milieu de soirée alors que se déroulait un chanté Noël. 2 blessés graves sont à déplorer, une agression qui a provoqué un mouvement de panique. La manifestation a été annulée. Émotion ce matin à Petit Canal, le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est ici qu'en collaboration avec la ville de Petit Canal que l'association Chapeau Canal a organisé un chanté Noël interrompu hier soir par des tirs dans la foule. La population se dit inquiète vis-à-vis de cette insécurité grandissante. Non, quel que soit l'endroit, on ne se sent jamais en sécurité. Puisque c'est vrai qu'il y a aussi vraiment un chanté Noël, tout le monde s'amusait et constatait que se retrouver dans cette situation et les gens qui ne sont pas concernés se retrouvent aussi blessés. Non, c'est pas normal, on n'est jamais en sécurité. Ce qui s'est passé hier, quel que soit dans la commune, peut-être ce serait pareil. Parce que les jeunes sont là pour s'amuser, mais ce n'est pas les jeunes de Petit Canal, même on va dire, parce que les autres viennent de partout. Et Petit Canal, c'est une commune assez calme. Alors que là, on vient chercher, peut-être, on se querelle pour rien. Et là, ça s'est dégénéré. Mais on dit, bon, c'est la faute à personne. Hein. C'est le système maintenant. Sincèrement, la sécurité de nos jours, on n'a pas la garantie d'être en sécurité. On ne peut plus s'amuser, on craint de sortir. Et pratiquement, de mon avis, je préfère ça à la maison. On n'est pas obligé d'arriver au fait de tirer des balles. On est dans l'insécurité totale et pourtant monsieur le maire fait ce qu'il peut pour assurer la sécurité et malgré ça il y a des trucs qu'on ne comprend pas vraiment. Normalement, il faut mettre sécurité pour des gens qui regardent la fête avec leurs petits-enfants, leurs mamies. Parce que moi je trouve que c'est bien ça. Mais en même temps, il y a des gens qui sont sortis de l'autre côté pour venir foutre la merde à Petit Canal. Moi je trouve que c'est pas bien ça. Parce que mon fils, il avait 14 ans, il était tout près où on a tiré la balle sur la fille et avec le monsieur, au moins 3 coups de balle. Mon fils, il est allé à l'école, tout est désolé et moi je suis désolée. Moi je trouve ça, c'est désolé à Petit Canal. Et en plus, la petite fille qui est prise là-dedans, c'était une petite voisine qui était très sympa. Normalement, ça fait mal, ça fait mal. De son côté, la mairie assure que des dispositions avaient été prises lors de cette manifestation et que les prochaines seront maintenues. Hier soir, effectivement, la manifestation s'est arrêtée après l'incident. Mais pour les autres manifestations qu'il y a quand même sur la commune, je ne pense pas que ça, on va les annuler. De toute manière, bon, ça s'est passé hier soir, comme ça se passe un peu partout. Toutes les manifestations quand même sont encadrées par des vigiles, la police de la ville et la gendarmerie est au courant. De toute manière, quelle que soit la manifestation, hier soir, effectivement, il y avait la police, il y avait des vigiles. Et bon, la gendarmerie faisait des rondes de temps en temps. Mais je pense que pour les autres manifestations, c'était toujours pareil. Un tel événement à Petit Canal reste pour le moins exceptionnel. Et notez que le pronostic vital des victimes ne serait pas engagé dans cette affaire. 2 suspects ont été placés en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une altercation qui aurait mal tourné. Dans un peu plus de 12 heures, la région Guadeloupe aura officiellement un nouveau président. L'investiture d'Henri Chalus et de ses 40 conseillers débutera demain à partir de 9 h à l'hôtel de région de Basse-Terre. Henri Chalus qui deviendra ainsi le 5e président de notre région. Henri Chalus qui ne sera donc plus à la tête de sa commune de Bémao. Et la question bien sûr que tout le monde se pose depuis quelques jours, qui va le remplacer? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Muriel Barlagne a cherché à en savoir plus dans les rues de Bémao. Depuis avril 2001, c'est Henri Chalus qui occupait le fauteuil de maire à Bémao. La liste Changer d'avenir dont il était à la tête ayant remporté les élections régionales
Le voilà touché par le cumul des mandats. Qui va le remplacer à la mairie? Certains ont leur petite idée. Il y a un adjoint, donc l'adjoint sera remplacer le maire. Puisqu'il prône aujourd'hui, qui prône la réconciliation, donc nous avons un adjoint qui a les capacités d'être maire, et la logique voudrait que justement que le premier adjoint soit maire. Alors moi je suis attentif à ça et voir qui c'est que nous aurons comme nouveau maire. J'aurais aimé que ce soit Madame Polyfonte. C'est une femme, elle est posée, moi j'aime bien ses façons. Et c'est une femme comme moi, alors je pense qu'elle faut continuer à faire le travail de Chalus. Je pense que ça sera le premier adjoint. Il est député, il est vice-président des syndicats de transport, il est président de la région, donc il va falloir laisser la place à un autre leader. Je pense à la personne de M. Cornado qui est son premier adjoint, cela est inévitable. Et le peuple observe et le peuple nous regarde. Audrey Cornano, le premier adjoint au maire, est passé dans l'opposition et c'est Victorin Lurel qui le soutenait lors des régionales. Pourrait-il être pour autant élu par le conseil municipal? On est dans une démocratie. Il faut toujours laisser de la place à l'expression de la démocratie. Il y a un certain nombre d'élus qui ont été choisis par la population au niveau de l'équipe municipale. C'est à eux, notamment avec le maire Harry Chalus, le député maire Harry Chalus, qui auront à faire leur choix. Je ne pense pas qu'on ne peut se permettre de choisir à la place de ceux qui doivent décider. Même s'ils ne savent pas vraiment quelle va être la suite, nombreux sont ceux qui se disent plutôt confiants. Et si Mel a choisi un monde pour mettre en place ça, ils savent qui m'ont choisi. Ils choisissent un monde qui fait power coin. Un monde pour soutenir les jeunes, un monde pour la avec eux, un monde pour peuple parler bail. Alors c'est ça qu'on voit. Je fais confiance à mon maire, mon député maire Harry Chalus. Et réponse en tout cas dans quelques jours. En Martinique, le décès d'une grande personnalité politique, Michel Renard, ancien maire de la commune du Marigot, conseiller général et député, s'est éteint à l'âge de 91 ans, élu en 1947 à la tête de la mairie du Marigot. Il devient à l'âge de 23 ans le plus jeune maire de France et dirigea sa commune pendant 48 ans, ce qui lui a d'ailleurs valu comme surnom le shérif du Marigot. Michel Renard fut également secrétaire départemental du RPR de 1977 à 1987. Durant ces années, c'est le principal adversaire d'Aimé Césaire, qu'il défia d'ailleurs lors d'une élection législative, est resté tristement célèbre en Martinique, une campagne violente avec notamment le meurtre d'un supporter. Retour en Guadeloupe où 14 commerces pointois ont récemment été épinglés lors d'une opération de lutte antifraude effectuée par les services de l'État. Plusieurs infractions ont été relevées, travail dissimulé mais aussi absence d'affichage des prix. Reportage sur le terrain de Muriel Barlagne. Quand il s'agit de parler de lutte antifraude concernant les commerces à Pointe-à-Pitre, les commerçants ambulants préfèrent garder l'anonymat, même s'ils se déclarent en règle. C'est le cas de cette vendeuse installée sur un trottoir. Sur son étal, des bijoux et autres accessoires et sur tous les tarifs, comme le veut la loi. Afficher prix au moins, en cas où, si la douane passe, pour voir que j'ai tout affiché, quoi. Même situation pour cette marchande qui travaille depuis plus de 30 ans. Ces tarifs auraient toujours été affichés et pas seulement pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Bon, c'est pas tellement intéressant quand quelqu'un vient. C'est combien ça, c'est combien ci, c'est combien ça. Il vaut mieux que ça soit affiché là. Je préfère, parce que moi quand je vais quelque part, j'aime bien regarder les prix d'abord. Au lieu d'embêter les gens, regarder, déjà on peut définir ce qu'on veut en fonction de ses moyens. On sait déjà, bon, il y a telle chose à tel prix, on veut ça. L'absence d'affichage de prix fait partie des nombreuses infractions relevées à l'occasion des contrôles réalisés dans le cadre du groupement opérationnel de lutte antifraude dans l'agglomération pointoise. Les différents services de l'État mobilisés ont aussi trouvé des cas de travail dissimulés. D'autres actions de ce type sont prévues dans les semaines à venir. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous nous rendons ce soir à Cuba, en Argentine et en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Cuba, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux voisins ennemis de la guerre froide, annoncé simultanément à La Havane et à Washington le 17 décembre 2014, avait suscité l'optimisme de part et d'autre du détroit de Floride.
Mais la réalité est tout autre. Sur le plan interne, cette détente ne s'est guère traduite par un relâchement de la répression à Cuba. Les libertés sont toujours bafouées. La Havane, qui a signé en 2008 sur les 2 pactes des Nations Unies sur les droits individuels et collectifs, ne les a pas ratifiés ni respectés. L'usage d'Internet reste limité à une infime minorité et les contrats de travail ne sont pas libres. L'État maintient sa tutelle sur l'embauche. Bien que les flux touristiques en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord, 3 millions de visiteurs par an, augmentent, le tourisme reste peu rentable étant donné la nécessité d'importer toutes les denrées. La principale source de devises reste les remessas, les envois de fonds des expatriés. Récemment, l'afflux de milliers de Cubains tentant d'atteindre la frontière américaine après un long détour terrestre par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale a provoqué une crise diplomatique entre le Nicaragua et le Costa Rica et une alerte humanitaire. Argentine, le nouveau gouvernement argentin a annoncé mercredi 16 décembre la levée du contrôle des changes, mesure introduite en 2011. Cette décision met fin à un casse-tête pour les entreprises désirant importer et les particuliers souhaitant épargner. Le nouveau président de centre droit, Mauricio Macri, qui a succédé le 10 décembre à Cristina Kirchner, au pouvoir depuis 2007, en avait fait une promesse de campagne. La mesure permet le rétablissement d'un taux de change libre entre le dollar et le peso. Elle devrait entraîner une dévaluation de la devise argentine, a reconnu le ministre. Le gouvernement précédent soutenait sa monnaie. L'ancienne chef de l'État avait imposé ce dispositif il y a 4 ans afin de freiner une fuite des devises affaiblissant les réserves de la Banque centrale de la République argentine, la BCRA. Le contrôle des changes obligeait les particuliers voyageant à l'étranger à acheter des devises au marché noir. Les entreprises étaient limitées dans leurs importations, par exemple pour des pièces détachées dans le secteur automobile, la machinerie industrielle, le matériel médical ou électronique. L'objectif pour le nouveau gouvernement est de relancer les exportations et d'afficher des mesures rassurantes pour attirer des investissements étrangers. Haïti, plusieurs milliers d'opposants ont manifesté à Port-au-Prince mercredi 16 décembre contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, dénonçant un coup d'État électoral par le pouvoir en place. Selon les résultats publiés le 24 novembre par le Conseil électoral provisoire, le CEP, le second tour du scrutin opposera le 27 décembre Jovenel Moïse, candidat du parti au pouvoir, à Jude Célestin de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, l'AP. L'opposition conteste fermement ces résultats et critique l'ingérence de la communauté internationale qui a fourni une aide financière substantielle pour l'organisation de ces élections. Les accusations de fraude se sont multipliées au fil des jours qui ont suivi le scrutin et l'organisation du second tour de la présidentielle le 27 décembre semble incertaine face aux nombreuses contestations. Le Sénat, composé d'un tiers seulement de ses membres, en raison du retard pris sur le calendrier électoral, a écrit au président Michel Martelly pour lui demander que soit suspendu le processus électoral jusqu'à ce qu'une commission de vérification ou d'évaluation fasse la lumière sur les nombreuses allégations de tromperie. Et toujours dans la Caraïbe, notez que cela fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que les relations diplomatiques ont repris entre Cuba et les États-Unis après 54 ans de rupture d'échange. Retour en Guadeloupe, l'esprit de Noël et de partage était au cœur ce matin d'une rencontre intergénérationnelle au foyer Gerty Archimède de Pointe-à-Pitre. Des moments privilégiés entre des personnes âgées et des enfants d'école primaire. Le reportage d'Éric Pommier. Comment prendre soin de nos aînés ou alors comment consolider les liens entre les seniors et la nouvelle génération? Eureka, le Lions Club de Sainte-Anne y a pensé en invitant le foyer Gerty Archimède à mettre conjointement en place une rencontre sur mesure où l'échange serait le maître mot entre quelques aînés des écoles de l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Donc c'est une manifestation, une rencontre entre les élèves de l'école Raphaël Jolivière de Pointe-à-Pitre et Saint-Joseph de Cluny à l'initiative du Lions Club Riviera Sainte-Anne qui avait voulu obtenir le témoignage des personnes âgées pour que les enfants puissent savoir comment les choses se passaient autrefois autour de différentes thématiques. Des thèmes comme la santé, l'école, l'éducation
et surtout échanger autour du Noël d'autrefois. Bref, l'occasion d'un petit retour en arrière pour replonger tout ce beau petit monde de la classe biberon dans la réalité d'un monde où il faisait déjà bon vivre en toute simplicité. Et ce qu'on voulait, c'est que les enfants découvrent comment la solidarité permettait aux personnes d'autrefois, à nos aînés, de vivre et d'être heureux alors qu'ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Et en fait, surtout, connaître ce que c'est que la solidarité. Ils avaient l'esprit d'initiative parce que quand ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin, ma foi, ils l'inventaient. Et ils rivalisaient d'ingéniosité et ils étaient heureux. Et surtout quand on a expliqué le système de santé qui était moins évolué, beaucoup moins évolué que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de pathologies que nous connaissons aujourd'hui et qui n'existaient pas. Albertine Moka a beaucoup échangé. Cette opération, selon elle, doit être reconduite plus souvent. Oui, très intéressant. Surtout pour nous, parce qu'on a des petits-enfants aussi et ça nous fait très plaisir de les rencontrer. Et ils sont très joyeux, c'est bien. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais il faut leur quand même dire des choses que normalement, que nous avons appris. Et maintenant, avec les enfants, les parents sont dépassés, mais quand même, il faut essayer de les indiquer dans les droits chemins. Quant aux enfants attentifs aux paroles des aînés, ils ont beaucoup appris. Ils savent désormais l'intérêt d'une telle rencontre. Il fallait les aimer. Bien sûr, en cette période de Noël, il aurait été difficile pour tous de se quitter aussi brutalement après un aussi bon moment en compagnie de mamie bien éveillée. La magie de Noël a permis un dernier moment de complicité. En chœur, s'il vous plaît. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois. Et on va rester dans l'esprit de Noël. On va s'intéresser ce soir à ce qu'il y aura dans vos assiettes dans quelques jours. Une chose est sûre, la tradition l'emporte. Mais où les Guadeloupéens vont-ils faire leurs courses pour leur repas de fête? Au marché, au supermarché? Et pour quel budget? L'enquête est signée Richard Scott-Tamar. Viande de porc, pois d'Angole, igname, sirop de groseille, jambon de Noël et autres plaisirs du palais sont à l'honneur en cette période de fête. Le repas traditionnel se prépare dans les paniers de la ménagère. Les grandes surfaces, comme à leur habitude, proposent des promotions sur des produits ciblés. Le consommateur, lui, a le choix. Marché traditionnel ou supermarché. Oui, c'est sûr. C'est un repas à ne pas manquer. Le repas traditionnel de Noël, c'est tout le monde adore les ignames, la viande de cochon. Un bon budget pour Noël, c'est au moins 200-300 euros. Oui, pour bien manger, bien boire aussi. Oui, voilà. 200 euros à plus de 500 euros. Les budgets consacrés au repas de Noël sont divers. Les produits que l'on trouve aussi. 1 kilo de pois d'Angole d'origine guadeloupéenne sur le marché vous reviendra à 8 euros le kilo. Alors que surgelé, le même produit importé du Chili revient seulement à 2,88 €. Pour Noël, mes prends, je les récolte pendant l'année. Depuis l'année dernière, j'ai mes prends dans mon congélateur, des secs, des vertes. Je préfère préparer les secs parce que c'est excellent après la cuisson. Je ne sais pas si c'est l'âge qui m'a amené à la raison, mais avant, on courait après des promotions, et tout ce qui sortait, on achetait. Mais là, c'est ce dont j'ai besoin que j'achète. Le repas de Noël reste un moment privilégié des Guadeloupéens, consacré à la famille et au partage. Et en voyant tout ça, on a hâte en tout cas d'être à Noël. Allez, voici peut-être une idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. La fille de la chanteuse Beyoncé l'a d'ailleurs adoptée comme doudou, baptisée Didi Teddy Bear. Cette peluche que vous voyez sur l'écran au motif ethnique chic est l'œuvre d'une jeune designer guadeloupéenne, Myriam Maxo, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce doudou qu'il faut d'ailleurs appeler Didi. Tout à fait, Didi. Alors, il a une histoire assez loufoque parce que c'est vrai que c'était un rêve de réaliser un objet design pour les adultes. Et puis voilà. Alors, c'est pas forcément pour les enfants? Non, c'est pour les adultes, plus exactement. Donc, c'est une œuvre d'art pour moi. Le travail que je mets dans mes pièces, comme chaque pièce est unique,
Voilà. Alors comment ça vous est venu cette idée de faire cette peluche, cette œuvre d'art? Voilà, l'envie, c'est de permettre à des adultes d'avoir un retour à l'enfance, mais sans être jugés. Donc c'est assez particulier. Mais j'avais vraiment envie de donner aux adultes une vision un peu idyllique du doudou, mais avec un côté un peu design, voilà. Alors comment vous avez réagi quand Beyoncé a publié cette fameuse photo sur les réseaux sociaux? Une fierté, j'imagine? Très 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 contente. Voilà, ça fait 1 an que pas mal de personnes, grâce à tout ça, ont pu connaître mon travail. Et puis aujourd'hui, d'être en Guadeloupe pour présenter mon travail prochainement sur mon exposition, c'est aussi une opportunité qui est née grâce à tout ça. Voilà, on va en parler dans quelques secondes d'ailleurs de cette exposition. Depuis ce coup de pub, j'ai envie de dire, de Beyoncé, vous avez collaboré avec de nombreux artistes. Tout à fait. Les Nubiennes, Sina Modja, Youssoufa, Ayo. Ils ont fait appel Mika. à vous parce qu'ils avaient vu la photo de Beyoncé, non? Non, pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, j'avais déjà travaillé avec eux. Donc voilà, c'est la fin de la boucle avec Beyoncé. Et vous allez du coup maintenant partout dans le monde en plus. Oui, je reviens de Art Basel où j'ai pu représenter les couleurs de la Guadeloupe là-bas avec mon doudou. Et c'était très intéressant. Alors justement, un mot sur votre actualité. Vous êtes en ce moment en Guadeloupe puisque vous allez présenter une exposition à Bemaou. Dites-nous en plus. Alors, je présente une exposition où je présentais les doudous à Jarry. Et voilà, j'invite tout le monde à venir voir mon travail. Ce serait vraiment bien. À partir de samedi? De samedi 19 à 18h30, il me semble. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces fameuses œuvres d'art? Alors, on peut les trouver... alors, sur la Guadeloupe, je ne suis pas encore distribuée. J'aimerais bien pouvoir avoir la chance d'être diffusée dans des lieux prestigieux comme le Memorial Act. Pourquoi le Memorial Act? Parce que j'ai eu la chance de participer cette année au Creole Fashion Day, justement autour de l'inauguration du Memorial Act. Et je trouve que c'est un lieu où ma pièce, étant donné que je fais appel à notre histoire, donc avec le pagne, qui est un tissu d'origine... On va pas dire d'origine, mais qui est... C'est en wax, c'est ça? Voilà, c'est du wax, ça vient d'Indonésie, et après c'est les Hollandais qui le commercialisent, mais c'est un produit qui est très prisé en Afrique pour les tenues vestimentaires, et j'avais envie j'aime être à penser que j'amène un peu ce lien-là avec la culture caribéenne, comme le doudou, de mon objet Didi. Alors avant de le trouver au Memorial Act, on espère, dans quelques temps, très prochainement, on peut le trouver sur votre site internet. Voilà, en exposition, tout à fait. Une dernière question, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes créateurs guadeloupéens qui sont en train de nous regarder, qui auraient peut-être un peu peur de se lancer à l'international, comme ce que vous avez fait? Finalement, vous êtes un modèle pour eux? Écoutez, je veux être un modèle pour beaucoup, et leur dire que voilà, vous pouvez y arriver tous de la même manière. En fait, la détermination, c'est super important, et vraiment, tout est possible. Voilà, il faut s'organiser, bien sûr, mais vraiment... rien n'est impossible dans ce monde, on l'a entendu dire, et vraiment d'être motivé, passionné, engagé dans son travail. C'est des valeurs qui sont importantes, et qui permettent d'aller jusque là où je suis, et je suis très heureuse d'y être. Merci Myriam Maxo d'avoir été ce soir sur le plateau d'Alizé. On rappelle donc votre exposition à Bemaou à Jarry. Donc à partir de samedi, on pourra découvrir ce fameux Didi Bear. Yeah, thank you. On va parler de sport maintenant avec la Ligue guadeloupéenne de futsal qui va participer pour la première fois à un tournoi dans la Caraïbe, une ambition qui a été présentée cet après-midi à la Ligue de football. 10 joueurs feront partie du voyage à Cuba. Les précisions d'Éric Pommier. Ligue de football, 16h30 cet après-midi, ces 2 hommes sont concentrés sur le programme de la Caribbean Football Union Tournament, un tournoi auquel participe une délégation de Guadeloupe en janvier 2016 dans la Caraïbe, une grande première. Mario Cancel sera l'un des coachs du dispositif dont la mission pour cette belle première aventure sera de constituer une équipe taillée pour la circonstance. Alors on est aujourd'hui en phase de préparation, de présélection pour le tournoi de futsal de la CONCACAF. Nous partons normalement pour le mois de janvier. Donc là, nous sommes encore au tout début de la préparation. Benoît Lacazette aura la double casquette, à la fois footballeur et entraîneur. Il sait que ce voyage sera l'occasion de tester le niveau des joueurs de futsal de Guadeloupe. On est conscient qu'on a des failles, qu'on aura des difficultés, mais si justement on ne va pas au-devant de ça, on ne pourra jamais les résoudre. Donc autant
aller se confronter à ce qui se fait de plus grand par rapport à nous pour justement resserrer l'écart. Premier match pour la Guadeloupe le 22 janvier contre l'équipe de la Jamaïque. Suivra la rencontre contre Cuba le 23 janvier, puis contre le Saint-Martin le lendemain. Pour l'heure, 10 joueurs seront du voyage, une délégation qui sera officiellement connue dès le début de l'année 2016. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, voici vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Quelques gouttes de pluie pourraient également s'inviter dans le ciel guadeloupéen, mais rien de bien méchant. Les températures au réveil, elles seront comprises entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode d'une famille formidable. L'actualité locale et régionale revient demain, dès 12h30. L'actualité qui continue d'ailleurs sur notre site, le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée.